L'idée de cette exposition, qui a été pour moi une magnifique aventure, est née il y a quelques années. Le musée du Quai Branly conserve dans ses collections un ensemble de costumes féminins allant du soleil couchant au soleil levant. Ce qu'ils ont en commun, ces costumes, c'est qu'ils sont tissés d'or, brochés d'or. L'idée générale de l'exposition, c'était vraiment de retranscrire comment, par l'inventivité humaine, l'homme a doucement intégré l'or dans les textiles pour qu'en fait, il puisse presque s'approprier cette matière et la mettre sur son corps le plus rapidement possible par différents moyens. Dans cette exposition qui est à la fois ethnographique, historique, archéologique, il y a aussi une dimension artistique et une dimension de création contemporaine. J'ai eu la chance il y a quelques années de voir une exposition dans laquelle on présentait une robe magnifique de la créatrice de mode chinoise Kopei. Et j'ai eu un coup de cœur. Son nom s'est imposé, je me suis dit, j'aimerais pouvoir travailler avec elle. Donc, une pièce de Kopei, un costume qui est inspiré des régions qui sont présentées, va venir ponctuer chaque espace. Les visiteurs sont accueillis par 5 magnifiques robes réalisées pour l'exposition par Kopei. Et à partir de là, il y a une introduction qui est faite de 2 sections. Une section historique qui raconte l'arrivée de l'or sur Terre. L'or s'est formé à la suite d'une fusion entre 2 étoiles à neutrons. Ce sont des étoiles denses, plus petites que le Soleil. La fusion entre ces 2 étoiles a engendré une telle énergie qu'elle a entraîné la formation d'atomes d'or qui ont été projetés dans l'univers. Pendant des millions d'années, la Terre a été bombardée par des météorites chargées d'or et l'or a été piégé dans la croûte de la Terre et dans le noyau. Avec le mouvement des plaques tectoniques, le magma est remonté, entraînant avec lui l'or, et l'or a cristallisé sur ce magma qui a formé des cristaux, des filons. Et donc après, il y a eu les activités volcaniques, l'or a été projeté, il est arrivé dans des rivières. Et donc cette nouvelle m'a complètement émerveillée. Il y a ensuite une partie plutôt technique qui s'intéresse à comment l'homme, à partir du métal, en fait, grâce à la qualité de l'or, qui est une matière malléable et ductile, c'est-à-dire qu'on peut l'étirer pour en faire des fils. L'homme va réaliser des filets. Des filets, ce sont des fils d'or qui s'enroulent autour d'une âme en soie ou en lin, une âme textile. À partir de ce moment, jusqu'à nos jours, l'homme va essayer de réfléchir à des techniques qui vont lui permettre de faire des fils qui sont plus malléables, plus souples, mais surtout moins chers, pour permettre à tout un chacun de s'habiller en or. Nous sommes devant la vitrine dans laquelle est exposée cette chasuble dite de Saint-Yves. Cette chasuble a été réalisée avec une étoffe et qui date probablement du XIe, XIIe siècle. Le fil métallique, c'est de la baudruche. Ce sont des boyaux qui ont été dorés à la feuille d'or et qui ont servi au tissage de la chasuble. Et c'est un parfait exemple pour montrer comment l'homme a essayé d'inventer des techniques pour créer des fils métalliques organiques. L'or, souvent, et c'est un des mystères de l'exposition, ça n'est pas de l'or. Ça peut être de l'or plaqué, ça peut être du laiton, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'argent qui, sous un effet optique, va apparaître doré. Mais aussi, souvent, l'homme a voulu garder l'effet or et minimiser vraiment l'utilisation du matériau précieux, en fait. En 1946, aux États-Unis, on invente le lurex. Et donc, quand on voit aujourd'hui tout ce qui brille dans les rues, tout ce que les gens portent, c'est pas de l'or, mais c'est comme de l'or. Et donc, le fait d'avoir inventé ces différents types de supports, on a collé l'or sur du cuir, on a collé l'or sur des boyaux, c'est pour montrer que pendant des millénaires, l'homme n'a eu qu'une obsession, c'est de se dire « je veux pouvoir m'habiller, mais sans que ça coûte trop cher ». On enchaîne avec toute la traversée géographique. On a une partie sur le Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie.
On peut voir une typologie de vêtements de femmes, notamment des vêtements de mariage. À partir du XIVe siècle jusqu'au XVIIe, il y a eu un afflux de réfugiés juifs et musulmans qui ont été chassés d'Andalousie par la Reconquista. Et tous ces hommes vont trouver refuge dans les villes d'Afrique du Nord. Parmi ces hommes se trouvaient des brodeurs, des artisans, mais ils vont donner un nouvel essor. On le sent à travers certains éléments de costume. La couleur du velours change selon que ce soit un costume de Tétouan, de Marrakech, etc. Alors en Tunisie, on sent au début l'influence andalouse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début du XXe siècle, la Tunisie subit les influences méditerranéennes, occidentales, etc. Les femmes de l'aristocratie commencent à porter des costumes avec un pantalon très long et très ample, un petit boléro. Elles l'appellent, ces dames, tarayoun. Et en fait, le mot tarayoun dérive du mot tirailleur, et ça dérive du costume des tirailleurs africains. Donc il y a eu toujours ces petites influences qui ont modifié les costumes de ces femmes qui adoraient tous ces costumes d'apparat. C'est quand même intéressant de montrer que l'homme a toujours été attiré par cette couleur or, cette couleur qui rappelle la lumière. Et donc j'ai décidé de ponctuer le parcours de l'exposition par des espaces que j'appelle des bulles thématiques, des écrins, dans lesquels on va surprendre le visiteur et lui faire découvrir ses soies. Il y a 3 bulles thématiques. Une qui s'intéresse au bissu, à la soie marine. C'est une barbe de soie qui est produite par des coquillages marins en Méditerranée. Il y a une autre petite bulle qui s'intéresse à la soie de Madagascar. C'est des araignées là, qui produisent un fil de soie d'une brillance et d'un jaune exceptionnel. Et la dernière section dans cette thématique traite du Cambodge. Et là, ce sont des cocons de soie qui sont jaunes d'or. Il s'agit d'une espèce de ver à soie Bombyx morine. Et pour des raisons un peu mystérieuses, disons génétiques, quand ils mangent les feuilles de mûrier, ils synthétisent le pigment carotène et ça leur fait produire un cocon jaune. La deuxième section géographique, c'est la section qui est dédiée à des pays allant de l'Égypte à l'Iran. Évidemment, là, c'est l'influence ottomane à partir du 18e, 19e, début du 20e. Les costumes des femmes de la bourgeoisie se composent de ces manteaux qui portent différents noms. Yelek, Antari, selon dans le pays dans lequel on se trouve. En dessous, elles portent ces pantalons amples. Elles ont des coiffes, donc c'est de toute beauté. Donc là, nous sommes devant ce magnifique costume. Comme on peut le voir, ce costume trahit une influence occidentale. Le canal de Suez est inauguré en 1869 et l'impératrice Eugénie était présente à l'inauguration. Et donc, en voyant ces costumes, les femmes de l'aristocratie d'Égypte ont raffolé de ces costumes et elles ont demandé à leurs couturières de leur réaliser des costumes qui s'inspirent de cette mode occidentale où on a des jupes avec une traîne, des corsages qui sont serrés à la taille. Cette mode va se répandre aussi bien en Égypte qu'en Turquie, qu'en Syrie. Toutes les femmes vont vouloir s'habiller à la mode occidentale. Pour la dernière section, on a donc cette péninsule arabique où on a des costumes qui s'inspirent un petit peu de ces costumes indiens. Ce sont des robes qui sont taillées dans des étoffes très fines, transparentes. Sous ces robes, elles portent des robes chargées d'or. On voit un petit peu l'évolution dans chacune des régions jusqu'à l'arrivée à l'Inde, etc., où d'autres modes seront adoptés. Sur les drapés d'Asie du Sud-Est et des mondes indiens, on pense l'or comme un travail de surface qui va être activé par le corps et par le mouvement. Donc on imagine ces femmes qui vont donc porter des vêtements chatoyants, brillants, que ce soit en jupe, en sari, en étole aussi ou en coiffe même.
Là, on est dans la zone drapée d'or dans les mondes indiens et sud-est asiatiques. Et j'ai voulu vous présenter cette pièce qui est vraiment une splendeur. On est sur un ensemble en 3 pièces. On appelle ça un shogoshia. Elle est un peu cachée, mais on a une sous-robe qu'on voit un peu en rose fuchsia. On a une veste comme ça qui vient par-dessus. Et ensuite, on a un très très long châle comme ça, décoratif, qui se pose sur l'épaule, comme ici, de façon assez spectaculaire. Sur la Chine, on est sur un vêtement qui est vraiment hiérarchisé entre la famille impériale qui avait vraiment le droit de porter de l'or. Mais l'or est aussi travaillé sous un angle que je dirais narratif d'une certaine manière. Parce que là, on travaille vraiment sur des motifs qui racontent quelque chose. Donc il y a toute une dialectique comme ça, presque poétique, de représentation de l'univers, de représentation de l'ordre social et dynastique qui existe dans le traitement du fil d'or. Donc ici, on est sur un manteau de dame noble qu'on appelle l'Hongguo, qui est donc un manteau chinois du début du XXe siècle. Et ce qui est fascinant, c'est le travail des grands médaillons avec les dessins du dragon. Parce que c'est comme une peinture pratiquement, mais c'est une peinture faite au fil. Et là, sur le dessin, on voit un dragon apparaître dans le tissage. Et il est donc tissé patiemment comme ça, fil par fil, couleur par couleur. Le dernier pays qui m'intéresse dans cette section, c'est le Japon. Il y a des ponts quand même, disons, artistiques entre le Japon et la Chine. Pendant longtemps, en fait, le Japon se fournit en tissu doré de la Chine. Et puis, à partir du XVe siècle, les Japonais, les artisans commencent à développer leur propre fil d'or et leur propre esthétique. On arrive à la fin de l'exposition et je ne pouvais pas ne pas évoquer la broderie française et plus particulièrement la maison Le Sage. J'ai contacté Dior pour pouvoir obtenir le prêt de ce costume fait par Galliano. Il semble qu'il ait fait donc un voyage en Égypte et suite à ce voyage, il a fait toute une collection de costumes qui s'inspirent de l'Égypte pharaonique. Et donc, parallèlement, la maison Le Sage m'ont énormément conseillé aussi de présenter cette robe faite par Lagerfeld pour Chanel. Et donc, nous avons également sélectionné une quarantaine d'échantillons de broderie de la maison Le Sage, en veillant bien sûr à ce que tous les motifs qui sont représentés rappellent le parcours de l'exposition et mettent fin à ce parcours millénaire de l'or. On finit l'exposition comme un défilé de mode, c'était mon souhait, un défilé de mode, il y a toujours la mariée, habillée en blanc, qui clôt le défilé. Et là, avec Copé, on était d'accord pour finir l'exposition avec une mariée, mais habillée en or. Et Copé a souhaité habiller l'homme aussi. Elle a réalisé le costume du mari qui est splendide, qui est brillant, lumineux comme l'or. Et donc, l'exposition se termine comme un feu d'artifice par de l'or partout. Je pense que c'est une exposition qui peut parler à tout le monde parce que même si on montre du vestiaire spécifiquement féminin, on parle aussi de faste, de mariage, de célébration et de plein de cultures en fait. Donc chaque personne peut se retrouver aussi dans une culture différente. En travaillant sur cette exposition, j'ai eu énormément de plaisir. J'ai été émerveillée par tout ce que j'ai découvert, par tout ce que j'ai appris. J'espère que les visiteurs seront aussi enthousiastes et qu'ils pourront, en sortant, dire « j'ai appris, j'ai découvert des choses et j'ai aimé ». Cette exposition est vraiment inédite. Il y a eu des expositions sur l'or, il y a eu des expositions sur la mode avec le fil d'or, il y a eu des expositions archéologiques.
Mais cette exposition, elle va plaire aussi bien aux archéologues, aux ethnologues et aux gens de la mode. Ça a été pour moi une magnifique aventure. Je termine ma carrière avec cette exposition et je trouve ça absolument formidable.